consacré à l'innovation, à l'innovation française et donc aux nouvelles technologies. Donc une conférence de 45 minutes. Donc je vais demander à... Alors, nous avons juste une petite défection qui est le président de la FICAM qui pour des raisons professionnelles, n'a pas pu finalement être parmi nous. Mais bon, bah, nous chargeons avec Damien de faire un résumé de l'action de la FICAM. En tout cas, on est très heureux d'accueillir Jean Mizrahi. Jean, si tu veux bien venir, donc, qui est le président directeur général d'Imagis Éclair. Donc, le temps qu'on installe, on va essayer, à travers leurs témoignages, de voir comment les Français et la France se positionnent mondialement en termes techniques, technologiques et innovation. Il ne faut pas oublier que, je le rappelle depuis ce matin, mais que le cinéma est né en France, qu'en 1895, grâce aux frères Lumière, repris ensuite par d'autres personnes, qu'on a été très copiés dans le monde, mais que la technique cinématographique est née ici, sur ce territoire. Donc, c'est important de le souligner et de le mettre en valeur. C'est aussi ce qu'on a voulu faire dans le livre, et ce qui fera aussi certainement l'objet d'un documentaire prochainement. Donc, tout ce qui est consacré à l'innovation. Alors, donc, Didier Dias, qui reprend la FICAM, ayant été retenu pour des raisons professionnelles, je vais dire quelques mots, mais je ne suis pas lui, donc voilà. Pour parler quand même de cet organisme, la FICAM est le syndicat des industries techniques qui regroupe la majorité des industries techniques en France et qui, en effet, a pris son bâton souvent ces derniers temps pour se battre pour justement tout à la fois préserver nos industries techniques, qui étaient très, très menacées par la concurrence européenne et mondiale. Et qui, en effet, a obtenu des crédits d'impôt non seulement pour les tournages, mais pas que, puisque au mois de décembre 2000, je ne sais plus quand, c'est 2016, enfin du moins 2017, il y a notamment un crédit d'impôt qui a été accordé pour tout ce qui est VFX, effets spéciaux. Voilà. J'essaie de parler à la place de la FICAM, ce qui n'est pas évident. Voilà, en gros, donc ils sont sur le terrain, ils continuent le combat pour, en effet, que nos industries françaises et européennes continuent à exister, ce qui n'est pas toujours évident. Vous verrez dans le livre que, évidemment, nous avons le témoignage de Jean, de Pierre Buffin, que vous représentez, et de Antoine Quérol, qui est donc associé à Pierre, mais aussi des équipementiers comme Ingenieux, Transvidéo et tout ça français, et qui sont présents sur tous les tournages internationaux. Damien, je te laisse démarrer. Et j'ouvre le bal par une question qui est ouverte pour vous trois, en fait. Est-ce que les Français sont des innovateurs ? Ouais. C'est-à-dire, vous le voyez dans l'industrie cinématographique, est-ce que c'est le cadeau empoisonné, voilà. Voilà, on va poser cette question et ensuite, pour chaque personne, on passera les bandes des mots. Voilà, c'est une question générale. Alors, je ne pense pas que les Français soient plus ou moins innovateurs. L'innovation, il y en a partout. Je pense qu'il y a un peu plus... Enfin, j'étais intéressé par ce que disait Olivier Mégaton. Il y a un côté débrouillard chez les Français. Côté, système D, qui fait que parfois, avec des bouts de ficelle, on arrive à faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, maintenant, côté innovation, je pense que chaque culture a ses spécificités et ses problèmes. On a les nôtres, des deux côtés. On est innovateur. Je pense qu'un des travers des Français, c'est qu'il y a peu de gens comme Olivier Mégaton qui sortent des frontières.
que c'est l'industrie du cinéma. Enfin, on est peut-être une des plus vieilles industries au monde. Je pense que c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire qu'on est dans une industrie qui s'est installée dans des petites habitudes et qui a un petit peu du mal parfois à en sortir et à se remettre en question. Moi, je l'ai vécu depuis 10 ans. Donc, je pense qu'un de nos gros problèmes dans notre industrie cinématographique, en tout cas, c'est le manque d'ouverture au monde, clairement. Moi, je suis toujours frappé qu'on ait... Je pense qu'on a un des cinémas les plus aidés au monde. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui soient aidés comme le cinéma français. Et pourtant, quand je vois l'exportation des films français, on s'en réjouit, mais en réalité, franchement, il n'y a pas de quoi être fier. C'est-à-dire faire 80 millions d'entrées à l'étranger, quand on en fait 200 en France, tout film confondu. Je trouve pas ça une performance fabuleuse. On a quand même, et d'ailleurs sur les 80 millions d'entrées, la moitié c'est des films comme ceux que Olivier Mégaton représente. Donc c'est des films de Luc Besson, de lui, de quelques personnes qui sont très ouverts sur le monde, pour l'instant le monde nord-américain et probablement demain le monde chinois. Si on met ça de côté, il reste une industrie qui est quand même très autocentrée et qui n'a pas beaucoup d'appétence pour aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc je suis un petit peu sévère. C'est bien d'avoir une parole contradictoire et différente. Ce qui m'a poussé, moi, dès le début d'Imagis, c'est avoir une stratégie d'implantation internationale parce que sinon, ce n'était pas forcément la mort assurée, mais c'était une grave menace pour la survie. Donc, et je ne le regrette pas parce que pour aller jusqu'au bout, il y a un côté positif sur la French touch, c'est-à-dire que je pense qu'on a une certaine vision du cinéma. On est respecté pour ce que la France est capable de faire dans ce domaine. Donc de certains points de vue, dans nos métiers, ça aide d'avoir une industrie relativement solide à domicile. Mais franchement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans tous les métiers qu'on exerce, c'est pas en France qu'on gagne le plus d'argent. Enfin, pour en gagner tout court d'ailleurs. Voilà. Bon, moi je propose peut-être qu'on inverse, c'est qu'on passe quand même, s'il te plaît Pierre, les bandes des mots de Imagis Éclair pour pouvoir justement voir les nouveaux procédés qui sont en développement ou déjà en action.
Alors Jean, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux présenter justement Imagis en quelques mots et en venir justement à Éclair Color et à Éclair Play? Alors, Imagis, c'est une société qui a été créée en 2007, donc dans la création de laquelle j'ai participé. Au début, on a mis en place les premiers mécanismes de financement qui ont permis aux salles de s'équiper en numérique, dans un schéma financier qui depuis a été inscrit dans la loi en France. On est le seul pays au monde où ça soit inscrit dans la loi. Après beaucoup on va dire, de vicissitudes, ça a fini par se mettre en place. Aujourd'hui, toutes les salles sont numériques, ou pratiquement toutes les salles sont numériques, sauf celles qui font du patrimoine, mais ça se compte sur les doigts de la main, je pense. Le monde est devenu numérique entre-temps, donc on a développé cette activité un petit peu partout en Europe. Et puis on s'est développé dans d'autres types d'activités qui étaient des activités de service, soit pour les exploitants de salles de cinéma, soit en amont pour surtout les distributeurs de films. Et puis progressivement, on est remonté un petit peu sur la chaîne, on a fait un peu de post-production. Et puis le groupe est rentré en bourse en 2013, et puis on a fait un certain nombre d'acquisitions qui ont permis de structurer un peu plus nos activités, à la fois côté exploitant et côté contenu au sens large. Qui fait qu'aujourd'hui, dans le côté exploitant, on est présent dans 24 pays, essentiellement européens, Turquie, Russie, jusqu'à Turquie, Russie, mais également on vient de prendre pied aux États-Unis. Et sur Éclair, donc, qu'on a acquis en difficulté, puisqu'ils étaient en redressement judiciaire en 2015. Éclair est devenu la marque phare pour tout ce qui est service au contenu, et même au-delà, puisque la marque Éclair maintenant va se décliner dans des services qui sont, même pour la salle de cinéma. On a initié une activité on va dire, de compétition de jeux vidéo dans les salles de cinéma, qu'on a appelé Éclair Game. On travaille à d'autres sujets, notamment dans la VR, qui vont probablement porter le nom Éclair d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, la première activité d'origine est en extinction. D'ici 2-3 ans, elle sera totalement épuisée en termes d'historique d'activité. Donc on va se reposer sur ces nouveaux piliers. On va en créer d'autres. On y travaille et on essaye d'être le plus international possible, parce que quand on fait de la R&D, quand on développe des nouveaux concepts, quand on fait du marketing, ça coûte un petit peu d'argent. Il vaut mieux l'amortir sur un truc comme Éclair Play qu'on a développé depuis 1 an et demi. C'est une plateforme complète, mais maintenant on la déploie aux États-Unis. On a un partenaire en Australie, en Nouvelle-Zélande qui le déploie, donc on va aller un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, pour répondre aussi à l'innovation, je pense qu'il n'y a pas d'innovation possible si on n'est pas international. Je pense que, compte tenu de la nécessité d'entretenir l'innovation, parce que c'est bien de trouver un truc une fois, mais l'innovation, ça doit être permanent. Pour entretenir la flamme, il faut être capable de vendre largement. Sinon, c'est très compliqué. Voilà. Pour Éclair Color, justement, quelle a été l'idée quel était le principe? Alors, Éclair Color, c'est intéressant en fait, du fait qu'on était à la fois présent dans la salle de cinéma et puis en amont sur le contenu. On s'est rendu compte qu'au niveau de la post-production, il commençait à y avoir un frémissement. Alors, c'était surtout aux États-Unis, mais des gens comme le groupe Canal+ se posaient la question du HDR en vidéo. Donc on a fait des tests et puis on a commencé à avoir des demandes pour des séries télévisées. Et on a fait des essais pour Netflix. Enfin, il y a eu différentes, on va dire, incursions, mais dans la vidéo. Et puis on a fait des essais, mais sur la partie vidéo, mais pour des films. Et puis on a eu des commentaires de chefs opérateurs et de réalisateurs qui disaient qu'ils préféraient la version vidéo à la version cinéma, ce qui était quand même problématique. Surtout pour un groupe qui, comme nous, est plutôt très orienté sur le cinéma, même si on a une activité télévision. Donc on s'est posé la question de se dire, bon, si le HDR est vraiment un enjeu majeur pour l'image de demain, il faut que la salle y aille aussi. Et donc on a réfléchi à comment y aller. Alors, il se trouve qu'on a une compétence sur la salle de cinéma, on sait ce que c'est qu'un projecteur, on sait ce que sont tous les projecteurs, puisqu'on vend toutes les marques. Et donc on sait lesquels sont capables de faire quoi. On a identifié au départ un fabricant qui savait faire un peu plus que les autres.
tout cas sur certains aspects, et notamment qui pouvait apporter une solution HDR. Donc on a travaillé à un workflow complet qui va de la post-production jusqu'à la restitution sur un grand écran, de manière à ce qu'on ait une image qui soit une image de meilleure qualité, à la fois en termes de contraste, de couleur. Et on a commencé à faire des tests. On a fait un premier test, on a montré ça en cercle assez fermé à Ciné Europe, qui est le grand salon des exploitants européens en juin 2016. Et le retour a été très bon, avec le feedback, c'est oui, mais est-ce qu'il y a des films avec votre format? Non, pas encore. Donc on a lancé le produit de manière plus, on va dire, commerciale à l'automne de la même année. Et puis depuis, on pousse. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est le problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de salles. Tant qu'il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez de contenu. Donc en France, on est en train d'arriver au stade où, ça y est, on est en train de débloquer le système. C'est-à-dire qu'en France, il y a une cinquantaine de salles. On a un certain nombre de distributeurs français qui sont intéressés, qui trouvent que là, on va vers une démarche qui est une vraie démarche d'avenir. Et que si le cinéma ne va pas dans l'avenir, ça va être Netflix et autres plateformes qui vont prendre la place. Il y a une place à prendre, de toute façon, à domicile. Mais il faut que la salle, enfin en tout cas, de notre point de vue, il faut que la salle garde son positionnement. Et son positionnement doit forcément être dans le haut en termes de qualité. Et donc on pousse ce concept, qui est à la fois une marque et un concept technique. Qui est compliqué à faire implanter parce qu'il y a le problème de la poule et de l'œuf, il y a des problèmes politiques. Il faut savoir que Dolby a été un des premiers à proposer un concept HDR pour la salle. C'est un concept qui est très cher, qui est réservé pour des salles qui s'appellent Dolby Cinema, où tout est Dolby. Donc c'est pas ouvert à d'autres. Et donc on est dans un environnement où on est les petits Français qui viennent un peu chambouler le jeu de compagnies qui sont quand même... en bourse, Dolby vaut quand même, je pense, 40 fois plus que nous. Donc les moyens ne sont pas exactement les mêmes. Mais on a un truc qui est astucieux, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des années de R&D. On a été un peu astucieux en trouvant quelque chose qui permettait de se faufiler et de trouver une solution qui était pas chère pour la post-production, pas chère pour la salle de cinéma, et donc qui est en fait une solution qui est commercialement très adéquate. Le problème, c'est qu'il faut la déployer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'audace dans le sens où on en parlait dans une discussion, c'est que pour La La Land, ce qui est une anecdote assez particulière, c'est que d'une certaine manière, vous l'avez suggéré au réalisateur qu'il l'a imposé à la production, alors que la production, à la base... On veut toujours d'ailleurs. Ouais, voilà, la production ne le souhaitait pas, c'est bien ça. Ah oui, non, de toute façon c'est très simple. Les grandes organisations, en général, sont assez rétives au changement. Donc quand on apporte des idées comme ça, c'est plutôt au départ, c'est non. On n'a pas besoin de ça, ça va nous coûter plus cher. Donc si ça nous coûte plus cher, il y en a un qui m'a même dit, avec qui j'ai de très bonnes relations aux États-Unis, mais qui m'a dit très franchement, nous, c'est next quarter, c'est-à-dire les 3 prochains mois. Donc ton truc à 3 ans, c'est sympa, mais si ça nous coûte de l'argent maintenant, c'est pas bienvenu. Donc il faut se battre. Donc effectivement, parfois il faut jouer des coudes pour arriver à rentrer sur le... Et c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Ça coûte quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'implanter un concept comme ça, c'est plusieurs années où on sait que ça va être des vaches maigres et qu'il faut être capable d'assumer. Donc, et toutes les organisations n'ont pas la capacité d'assumer ça. Donc on a la chance d'avoir encore cette possibilité. Mais faire c'est un peu une révolution, je pense, pour la salle de cinéma. Être capable d'imposer une révolution comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors peut-être qu'on va... Ensuite, on reviendra sur un dialogue, mais comme Jean, vous parliez de la VR, en profiter pour en discuter avec Pierre Zandovitch. Alors, en quelques mots, Pierre Zandovitch est associé avec Antoine Quirol depuis un certain moment. Ils ont été les créateurs de Okyo Studio.
donc spécialisés en réalité virtuelle. Ils ont produit déjà des films de cinéma magnifiques, dont celui de Pierre, c'est Aïe Philippe, c'est ça. Altération. Et ils viennent donc de s'associer avec, je crois, des Américains et des Canadiens. Non, pas tout à fait. En fait, je refais l'histoire rapidement. Ouais. Alors, on a créé Okyo Studio il y a 3 ans, quand on a découvert la réalité virtuelle. Au début, on était plutôt des producteurs de films classiques, surtout en publicité. Et quand on a découvert la réalité virtuelle, on s'est demandé comment on pouvait faire du cinéma avec, parce que c'était plutôt quelque chose qui était destiné aux jeux vidéo. Et on a fait de la R&D pendant 6 mois, mais alors de la R&D, justement, comme on en parlait tout à l'heure, hein, de la R&D très bidouille, avec des GoPro sur des morceaux de plastique. Et on a fait tester ça à des amis pendant 6 mois, et on a fait une sorte de mini livre blanc entre nous pour voir ce qui marchait pas, et surtout ce qui marchait pas en termes d'écriture. Parce que tous les codes du cinéma sont pas du tout réplicables en réalité virtuelle. Et on a fait un film, puis un deuxième film avec Arte. 2 films de science-fiction en VR. Et à côté de ça, on continuait notre activité de boîte de production de publicité. Et au bout d'un moment, la fiction prenant le pas sur la pub, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse que ça. Et on avait vraiment envie de faire que ça depuis très longtemps. Donc on a quitté Okyo. Okyo est une société qui continue à faire de la publicité. Et on s'est associé avec un autre producteur qui s'appelle Arnaud Collinard, qui lui était dans une société qui faisait du cinéma, qui s'appelle Agathe Ex Nihilo. Et lui a fait un projet phare qui s'appelle Nuts on Blindness, qui est un film en réalité virtuelle où vous êtes dans la peau d'un aveugle, qui est un film sublime qui a gagné à Tribeca des prix, qui est parti dans le monde entier. Et on s'est associés ensemble. Lui, il est plutôt spécialisé dans l'animation, nous plutôt dans la prise de vue réelle. Et on a réuni nos forces pour faire plus que de la réalité virtuelle, mais plutôt des projets immersifs. Donc aujourd'hui, le mot trendy, c'est XR. C'est-à-dire, c'est un mélange de réalité. On fait de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la réalité mixte. Enfin, tout ce qui va amener le spectateur à être au centre de l'action, voire même des pièces de théâtre immersives. On y réfléchit. Donc voilà. Et tout ça tourné, bien sûr, c'est toujours du storytelling. A priori, on va pas faire de pub. C'est vraiment que de la création. Et en fait, on travaille. Alors, l'un des diffuseurs en France de réalité virtuelle, c'est Arte, qui est le plus gros diffuseur aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas assez, donc on se tourne beaucoup vers les US pour diffuser nos films là-bas, et surtout pour faire des coproductions. Parce que la réalité virtuelle, ça coûte très cher, et c'est assez génial parce qu'en France, on a le CNC qui nous aide énormément, mais pour être très ambitieux et faire des projets qui sont au niveau des Américains, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Donc on s'associe avec des Canadiens sur des projets, ou avec des Américains, ou avec la Belgique. Enfin voilà, on cherche de l'argent ailleurs pour faire nos films. Et comment se financent justement les Américains? C'est-à-dire, ça veut dire c'est Google, Amazon, Facebook qui sont derrière justement Oculus ou d'autres. Ouais. Bah déjà, alors c'est assez intéressant parce que nous, on peut être un peu impertinent et un peu ambitieux dans les projets qu'on fait, et même un peu arty, parce qu'on a le CNC et qu'on n'a pas des marques comme les GAFA qui financent nos films. Enfin, en l'occurrence, je dis ça, mais Altération, le dernier film qu'on a fait avec Arte, c'était un film qui était coproduit par Oculus. Mais le film a commencé avec le CNC et Arte. Et Oculus est rentré dans la boucle après. Donc Oculus, c'est une marque qui crée des casques. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de réalité virtuelle, qui crée du hardware, donc des casques de réalité virtuelle. Ils ont aussi un store sur Internet qui vend des projets, qui vend des films et des jeux en réalité virtuelle. Et c'est une marque qui est financée par Facebook, qui a été rachetée par Facebook. Donc nous, on est financé par des aides publiques et des chaînes. Et ensuite, les GAFA viennent se greffer à la fin pour rajouter un peu d'argent. En revanche, les Américains, eux, quand ils font des trucs très ambitieux, c'est souvent effectivement des marques comme Amazon ou Facebook qui viennent financer ces projets. Et souvent, c'est pour démontrer une technologie. Par exemple, il y a un projet, si vous avez l'occasion de voir, qui s'appelle Dear Angelica, en réalité virtuelle, qui est assez génial. Et c'est un film qui a été financé pour montrer un outil qui s'appelle Quill, qui est un outil qui permet de dessiner en réalité virtuelle et qui permet d'animer des formes en réalité virtuelle. Donc là, Facebook a financé ce projet. Ça a duré 2 ans. C'est un film vraiment très beau, qui va dans les festivals et tout, mais qui est financé pour démontrer cette techno. Donc souvent, c'est pas par amour de l'art. Il y a souvent une idée derrière de vendre un produit quand même.
Ce qui était intéressant, c'est que ce matin, dans la table ronde avec Jérôme Paillard du marché du film au Festival de Cannes, il nous disait que dans ces enquêtes qu'il avait fait, sur un taux de réponse de 100%, il y avait 36% de personnes, producteurs, qui étaient intéressés en tout cas de s'investir dans des projets de réalité virtuelle. Dans ce cadre-là, est-ce que les Français ont une carte à jouer? C'est-à-dire, est-ce qu'on est innovateur? On peut reposer la question dans le cadre de la réalité virtuelle. Et est-ce que, voilà, on a les armes pour le faire? C'est une vaste réponse. Je pense qu'on peut partir dans tous les sens. Moi, de mon côté, moi, mon rôle dans la société, c'est surtout de travailler avec les auteurs et les réalisateurs. Et ce qui est assez génial, c'est que les auteurs, les réalisateurs et les auteurs sont vraiment intéressés par ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a fait un bond en avant, c'est-à-dire qu'on a gagné énormément de temps. On n'aurait pas pu travailler avec les gens avec qui on travaille aujourd'hui si on avait continué à faire du cinéma classique. On l'a pas fait que par opportunité. Il y avait vraiment un challenge éditorial et créatif qui nous intéressait avec la VR. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler avec des gens. Là, on développe un film avec Gaspard Noé, par exemple. Gaspard Noé, je pense, nous aurait jamais adressé la parole si on n'avait pas fait de la réalité virtuelle. Donc, il y a effectivement une opportunité de ce point de vue-là. Et ensuite, je trouve qu'il y a juste un truc qui est génial, c'est que tout est à faire. Tous les codes sont à penser. Donc, je pense que c'est surtout ça qui est génial. Et je pense que c'est là qu'il y a effectivement une carte à jouer. Ensuite, en termes de marché, c'est encore autre chose. On n'y est pas encore. Justement, quelles peuvent être les opportunités, j'allais dire, de diffusion? Parce que là, on parle effectivement d'Arte, mais est-ce que on le voit aussi pour le MK2, justement, dans le 13e, avec la salle. Est-ce qu'il faut plus de salles comme ça? Donc ça coûte aussi énormément d'argent. Comment, justement, la diffusion va se faire et avoir un système, qu'il y a une économie réelle qui, en fait, c'est amusant parce que, c'est amusant, je sais pas si c'est amusant, mais quand Oculus a commencé à vendre des casques, ils ont tout de suite misé sur les gens vont l'acheter, ils vont regarder des films chez eux. En fait, c'est pas ce qui s'est passé parce que les casques c'était pas de bonne qualité et souvent les casques, en fait, les gens les achetaient et déjà ils étaient très chers et quand ils les achetaient assez vite, ils les mettaient sur une étagère et ils y allaient plus. Donc finalement, il y a une sorte de chronologie des médias qui est en train de se remettre en place avec la VR. Et moi, je crois beaucoup au modèle de la salle. Je crois beaucoup à aller voir une expérience en réalité virtuelle de bonne qualité avec un bon casque dans des bonnes conditions et puis de payer une entrée, quoi, et pas un ordinateur à 3 000 €, un casque à 600 et des capteurs. C'est encore trop compliqué d'avoir ça chez soi. Donc, je crois beaucoup à la salle et je crois encore plus même à l'installation, même s'il y a vraiment un modèle à creuser. Mais pour avoir vu le projet de Inaritu, donc le réalisateur de Revenant, il a fait un projet en réalité virtuelle qui est une installation qui dure 6 minutes. Où on se déplace au milieu du désert à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et on suit des migrants qui essaient de passer la frontière. C'est un projet qu'il a mis 4 ans à faire, qui a coûté des millions. Rien que l'installation, elle coûte 1 million. On peut le faire que tout seul. Le modèle, il n'est pas encore bon. Mais en termes d'immersion, il y a vraiment un intérêt à y aller et à se déplacer et à aller voir ça en salle. Alors que la même expérience chez moi, dans une pièce de 10 mètres carrés, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je crois beaucoup au modèle de salle. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus aussi de réelles signatures cinématographiques des grands réalisateurs, Darren Aronofsky, là, on a parlé d'Inarritu, Gaspard Noé, qui s'intéressent à ça. Est-ce que c'est aussi une mouvance, une tendance que vous voyez? Alors, oui, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui s'intéressent. Ensuite, souvent, ils sont un peu désemparés quand ils découvrent que la réalité virtuelle, pour le moment, le haut du panier, pour moi, ce qui se fait de mieux en réalité virtuelle, ça se fait pas avec des caméras, ça se fait avec des moteurs de jeux vidéo. Donc ça se fait dans un ordinateur. Et pour le moment, on ne prend pas une caméra pour aller sur un tournage. Et je pense que les réalisateurs, comme moi jusqu'à présent, j'aime bien être sur le set et être avec mes acteurs et tout. Là, pour le moment, c'est surtout ce qu'on appelle si on travaille avec des acteurs, c'est de la capture volumétrique, c'est un truc qu'on fait en studio. Il y a un côté très artificiel qui n'est pas aussi poétique, on va dire, que le cinéma classique. Donc, il y a des outils qui se mettent en place au fur et à mesure. J'en découvre tous les jours qui
où il y a des gens qui comprennent qu'en fait, si on veut ramener des cinéastes dans la réalité virtuelle, il faut adapter les outils. Donc ça va venir, mais il y en a certains qui sont un peu rebutés par ce côté très artificiel de tout se fasse dans la machine, en fait, dans un ordinateur. Donc il y en a qui sont entre guillemets un peu plus courageux ou téméraires et qui y vont. Puis il y en a d'autres qui attendent que tout se mette en place. Il y a des films qui ressemblent à la réalité virtuelle, comme le dernier de Spielberg, Ready Player One. Ouais. Là, on reprend les codes, mais bon, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est juste un film sur la réalité virtuelle. Mais par contre, voilà, ça commence à rentrer petit à petit, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ce film, je pense là, quand ce film va sortir, on va reparler de réalité virtuelle beaucoup parce que ça va être. Mais ensuite, je n'ai pas vu le film encore, mais je suis pas sûr que ça soit très optimiste sur la réalité virtuelle. Ouais. Donc on va voir. Anne, peut-être. Oui, j'avais une question, Pierre. C'était est-ce qu'il y a vraiment un marché réel d'un point de vue cinéma pour la VR? Est-ce que parce qu'il y a quelques années, quand on avait organisé un colloque autour de la 3D, tout le monde voulait faire ses films en 3D et il y avait déjà eu dans les années 50 un renouveau de la 3D, mais qui n'a pas fonctionné. Est-ce que la VR est-ce qu'il y a un risque ou pas que ça se plante comme la 3D? Voilà. Nous, c'est une question. Alors j'espère pas. J'espère que ça va pas faire l'effet. C'est une vraie question parce qu'à un moment donné, quand on fait une expérience, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un film de cinéma. Nous, on a eu la chance de voir Altération, qui dure 20 minutes. Et c'est une expérience immersive absolument extraordinaire. Est-ce que il est possible techniquement et pour aussi le corps, le regard, le corps, de supporter 1h30, par exemple, de film en immersion, comme ça, voire 2 heures, comme les. Voilà, c'est une vraie question qui mêle la technique, l'artistique et aussi le marché, quoi. C'est marrant, on me pose la question. Il y a le jour, j'ai un ami qui m'a demandé est-ce que tu n'as pas peur de l'effet mini-disque? Mini-disque, c'était un truc qui je pense que vous connaissez, ça s'est complètement planté. Et en fait, j'espère qu'il n'y aura pas d'effet mini-disque. Je pense qu'effectivement, il y a. Alors, une fois de plus, plus le temps passe, moi j'ai envie de comparer ça avec le cinéma. Et ne serait-ce que la durée d'1h30, c'est une valeur, c'est quelque chose qui vient du cinéma. Moi, les meilleures expériences de réalité virtuelle que j'ai vues, c'est plutôt 20 minutes. Ou 25 minutes, mais par exemple, il y a un studio canadien qui s'appelle Félix et Paul, qui est un des plus grands studios, enfin un des meilleurs studios au monde en réalité virtuelle. Ils font des films en réalité virtuelle, c'est-à-dire que c'est des films à 360 degrés. C'est pas sur moteur de jeu, ils tournent ça avec des caméras. C'est des films de très très belle facture. Et ils ont sorti un film de 40 minutes. Mais la technologie est pas encore au point. Je trouve que le casque est trop lourd. C'est pas encore. Si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui la réalité virtuelle, c'est comme, vous vous rappelez dans Wall Street, le gros téléphone de Michael Douglas, en gros on en est là. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, elle est pas encore assez agile et je pense que le meilleur moyen de regarder la réalité virtuelle, je fais peur quand je dis ça, mais c'est des lentilles en fait. C'est Black Mirror, quoi. On rentre vraiment dans un truc où, à partir du moment où on sent un casque, moi je pense vraiment que nos enfants, quand ils nous voir avec des casques sur la gueule, ils vont être morts de rire, en fait. Et vraiment, je pense que ça va être... en photo, ils vont se dire, mais vous étiez fous, quoi. Et je pense que... non, c'est effectivement, je pense que c'est 20 minutes. Et qu'au-delà, c'est un peu plus compliqué. Et aussi, il y a autre chose, c'est que moi, je pense beaucoup, justement, vous parliez du corps. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un engagement du corps par le spectateur. C'est-à-dire que le fait d'être assis et de regarder autour de soi, moi je trouve que l'expérience, elle est pas. Je parle pas forcément de se lever et marcher. Je parle de juste. Il y a un film par exemple qui a gagné le Grand Prix à Venise qui s'appelle Arden's Wake, qui est un film d'animation qui a été fait par un studio new-yorkais qui s'appelle Penrose. J'ai eu l'occasion de le voir. Ça dure 18 minutes. J'ai l'impression que ça a duré 2 minutes et pourtant j'étais debout. C'est un film qui se regarde debout et on peut se rapprocher des personnages. Les personnages font cette taille. C'est un film qui se passe entre la terre et l'eau. On est dans l'eau en fait, et on voit toute l'action au-dessus de l'eau dans une petite maison. Et à un moment, il plonge et on doit plonger la tête sous l'eau pour suivre l'action. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je le compare même plus au cinéma parce que c'est encore autre chose. Pour moi, c'est un mélange entre le jeu vidéo, le théâtre et le cinéma.
Et il faut tirer le meilleur parti de tout ça pour faire des belles expériences en réalité virtuelle. On va passer au VFX. Je pense qu'on aura un petit peu de temps après pour les questions-réponses aussi, puisque là, on est moins limité. Et puis ensuite, vous aurez de quoi vous sustenter en boisson et en nourriture après cette journée. Je propose qu'on regarde quelques minutes de la bande démo de Buff, ce qui va nous permettre d'amorcer le débat.
Merci pour eux. Bon, ça s'appelle La crème de la crème. Oui, alors c'est une rétrospective qui a été faite pour les 30 ans de Buff, parce que Buff est une société qui existe depuis, je crois, sous sa première forme 1984, sous sa forme actuelle depuis 1990. Et c'est une société qui a plusieurs particularités par rapport aux autres, je dirais, en France. Déjà, elle est très ancienne. C'est une des premières, je crois même, pas dire de bêtises, peut-être même la première à avoir commencé à explorer ces terrains-là. Elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Pierre Buffin, qui en général est le garant de la bonne facture des images que l'on présente aujourd'hui. Elle a toujours cherché, en fait c'est une société qui a toujours, alors parmi les particularités qu'elle a, c'est la première chose, c'est qu'elle a toujours développé ses propres logiciels. C'est-à-dire que c'est une société qui a toujours préféré construire ses logiciels plutôt que de dépendre des logiciels du commerce pour pouvoir, à un moment donné, garder cet aspect innovant. L'aspect innovant aussi, j'y viens, c'est un truc très important, c'est-à-dire que c'est techniquement une structure qui a inventé beaucoup de choses, dont en particulier le caméra mapping. Enfin, sans rentrer dans les trucs trop techniques, ça consistait en fait à projeter directement des textures issues de photos sur des objets, plutôt que de les déplier, pour les gens qui connaissent un peu la 3D, les déplier, et puis mettre des textures par-dessus, ce qui permettait en fait de faciliter des mouvements de caméra virtuels. Donc il s'agissait par exemple de prendre des photos le long d'un mouvement de caméra impossible, comme on l'a vu dans Panic Room là tout à l'heure, et de reconstituer ce décor en 3D sur la base des photos, et puis que ces photos servent en fait de texture pour justement pouvoir après créer un mouvement de caméra virtuel à l'intérieur, tout en gardant la lumière du tournage. Ça c'est un truc qui était très important. Et puis dernière chose, c'est que c'est une société où les graphistes sont tous généralistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialité à Buff. C'est-à-dire on fait tous tout. C'est-à-dire que vous avez dans la plupart des sociétés dans le monde, et c'est peut-être là d'ailleurs aussi une partie de la French Touch qu'on évoquera tout à l'heure, vous avez dans le monde, en général, dans toutes les gros studios de 3D, vous avez des gens qui font du modeling, donc qui créent des objets, des gens qui font de l'animation, et uniquement ça, des gens qui font du rendu, du lighting, enfin de l'éclairage de scène, et puis d'autres qui font l'intégration finale. Donc tout ça est dirigé est séparé en départements très précis, ce qui donne parfois chez nos concurrents une certaine inertie. Et c'est vrai que là j'en viens au sujet qu'on évoquait, c'est la fameuse French Touch pour laquelle nous sommes réunis là aujourd'hui. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est le côté débrouillé. C'est-à-dire que quand, en général, à l'étranger, en particulier aux États-Unis, qui est un pays avec lequel on a beaucoup travaillé, ils peuvent être 30 à faire un truc qu'on sera 10 à faire simplement parce qu'on essaie d'être malin, de se débrouiller, d'aller vite. Donc voilà. Donc pour revenir à Buff, c'est aussi une structure qui a eu la chance dès 1996 de commencer à attaquer le marché américain. Donc il y a eu un film fondateur qui a été en 1995, La Cité des enfants perdus de Jeunet et Caro, qui était visuellement assez nouveau, pour lequel il y a eu des choses qui ont été faites qui étaient... il y avait Jurassic Park aux États-Unis, et puis il y a eu, en France, on a eu ça, entre autres, il y a eu d'autres films, mais en l'occurrence, La Cité des enfants perdus a beaucoup plu aux Américains, et du coup, les Américains ont donné à Buff leur chance sur un film qui s'appelait Batman et Robin, qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais qui, pour nous, représentait un premier pas, du moins, sur ce marché américain que l'on convoitait tant. Et puis après ça s'est enchaîné. Donc il y a eu, justement, à l'époque, parce qu'on pouvait vraiment parler, je pense, de French Touch à l'époque, il y avait ce côté un peu curieux. On se disait, tiens, c'est les Français, ils font des trucs un peu arty, un peu différents. Ils ont des technologies à eux, on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est une espèce de boîte noire, comme le logo le montre. Mais malgré tout, on a envie de savoir. Alors du coup, on a eu l'occasion de bosser comme ça avec David Fincher sur Panic Room, avec, je les cite dans le désordre, avec les frères Wachowski sur Matrix 2 et 3, Christopher Nolan, Batman Begins, Wong Kar-wai avec 2046. Il y en a eu beaucoup. Ang Lee sur Life of Pi un peu plus tard. Plus récemment, alors par rapport au projet récent, Blade Runner 2049, on s'est occupé de 4 séquences. Kingsman, le premier et le second, qui est sorti le 20 octobre. Alors tout ça, c'est pas dans la bande parce que je préférais donner une petite sélection, une rétrospective plus générale. Kingsman, et puis des séries comme David Lynch, Twin Peaks, la saison 3. Twin Peaks, et puis une autre série qui s'appelait American Gods, que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui était diffusée sur Stars aux États-Unis, mais je crois qu'apparemment c'est un peu difficile de la trouver ici. Mais voilà, donc American Gods, 8 épisodes et avec beaucoup d'effets. Alors pour le coup, assez créatif, un peu barré comme on les aime. Donc en gros, il y a aussi quand même toujours une dimension, c'est-à-dire que peut-être ce qui fait la particularité de Buff encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on se retrouve dans un marché qui est de plus en plus difficile, de plus en plus compétitif,
où en fait les délais se réduisent, les budgets proportionnellement au budget, mais par contre le degré d'exigence des réalisateurs est toujours plus élevé dans des budgets qui sont 10 fois inférieurs à ce que j'ai pu connaître moi quand j'ai commencé chez eux il y a 18 ans, en 2000. Voilà, quand on regarde les devis de Matrix 2 et 3, les budgets, et puis qu'on voit aujourd'hui le prix que seraient vendus ces effets-là, je pense que raisonnablement on pourrait diviser par 10, entre 8 et 10. Voilà. Donc du coup, ça demande de s'adapter. Ça, c'est une réalité brutale, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui donc un marché qui se démocratise aussi, c'est-à-dire que la chute des coûts est liée au fait qu'il y a beaucoup de gens derrière leur machine, surtout sur des films à petit budget, qui sont capables de faire des effets très simples, voire même des effets plus compliqués, donc ils nous font une concurrence directe. Il y a évidemment tous les anciens salariés dont j'ai fait partie à Buff Company qui ont créé avant de les retrouver, qui ont créé leur propre structure et qui à un moment donné avaient donc forcément moins de frais généraux et qui ont pullulé. C'est-à-dire qu'à partir des années 2007-2008, on a vu l'émergence de plein de petites sociétés qui ont commencé à grignoter du marché ici et là. Bon, malgré tout, ensuite, voilà, on est tous redevenus raisonnables et puis on a essayé de se répartir un peu les choses différemment. Mais c'est vrai que donc, du coup, on est sur un marché de plus en plus difficile et je dirais que dans le cadre de ces difficultés, donc en France comme à l'international, parce que la concurrence est féroce aussi sur le territoire, comme elle l'est aux États-Unis en particulier, ou en Angleterre, ou au Canada, où il y a vraiment des vraies structures qui sont très puissantes, qui ont des ramifications partout, dans tous les pays du monde, en fonction des crédits d'impôt divers et variés qu'on peut trouver. Et du coup, l'idée maintenant, c'est d'essayer de survivre à ça, et peut-être Buff, en tout cas, cherche à ne jamais perdre son ADN, ce qui a fait sa spécificité au départ, c'est-à-dire toujours rester un des innovateurs, dans la mesure du possible, même si c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Et surtout, je dirais, le plus important, c'est de garder une vraie valeur ajoutée artistique. C'est-à-dire que sur les plans qu'on voit là, ce qu'on a vu là, enfin une partie des plans de cette bande, il y a eu, en général en amont, c'est souvent le réalisateur venait nous voir, quel qu'il soit, avec un concept en disant voilà, j'ai une séquence un peu onirique, j'ai une séquence de rêve, j'ai une séquence de ride dans l'espace, on va être dans des nébuleuses, dans des trucs, une séquence où des gens disparaissent, réapparaissent, et en général, on nous demandait de faire des recherches, de faire des tests pour essayer de trouver un look en accord avec sa vision et de respecter sa vision. Et donc, la plupart de ces plans-là, quand je les regarde, c'est que, encore aujourd'hui, on vient nous voir en nous demandant de faire des recherches visuelles sur différentes séquences. Par exemple, là, en ce moment, alors je ne peux pas trop en révéler, mais on travaille avec Lars von Trier. Et il y a une séquence de films qui demandent justement ça, sur lesquels on a fait des recherches, et voilà, même s'il avait déjà beaucoup travaillé de son côté. Mais c'est vrai qu'on a toujours des bandes démos remplies de tests, de choses qu'on a fait, qu'on a essayé. Prenons l'exemple de Blade Runner. Je peux en parler maintenant que le film est bien sorti. Mais on a travaillé sur une séquence avec des hologrammes. On a dû refaire, entre autres, Elvis Presley. Et ces hologrammes, c'est une machine à hologrammes cassée, on se posait la question de savoir comment ils réagissaient. C'est-à-dire que comment un glitch, est-ce qu'on le voit en 2D, est-ce qu'on le voit en 3D, est-ce qu'une machine qui est détraquée fait ci ou ça. Donc il y avait quand même un désir de trouver quelque chose. Sur la série American Gods, on s'est beaucoup cassé la tête sur la façon de refaire les dieux, qui sont en fait American Gods est une série qui parle des dieux d'avant intégrés dans le monde d'aujourd'hui, et de savoir, quand ils apparaissent sous une certaine forme, sous leur forme réelle, ce qu'on appelle les godflesh, c'est-à-dire de savoir Je parle trop près du micro, non, j'entends Et sous la forme des godflesh, on se posait la question de savoir quelle tête ils allaient avoir. Donc du coup, on a mis au point une technologie avec plusieurs caméras qui nous permettait de reconstituer justement le modèle plus ou moins automatiquement du personnage. Et justement, ce modèle un peu imparfait nous permettait de faire des tests et d'essayer des trucs un peu fous, justement, sur la perception qu'on pouvait avoir de ces personnages-là. Donc ça fait partie. On a fait des batteries de tests. Alors, je ne vous ai pas apporté les démos aujourd'hui, mais elles sont disponibles sur Vimeo pour ça. Donc c'est vrai que voilà, donc aujourd'hui French Touch, oui. French Touch, évidemment, à l'origine, je pense qu'effectivement, la France ça peut paraître un peu chauvin, mais moi je suis persuadé que c'est un pays d'innovation. Mais c'est une innovation qui aujourd'hui, alors le côté débrouillard qu'on avait au départ, et un peu astucieux et un peu franchouillard bordélique, aujourd'hui se retourne peut-être un petit peu contre nous, parce que c'est vrai que culturellement, quand vous êtes avec des réseaux américains qui sont carrés comme des horloges ou réglés comme du papier à musique, c'est parfois un peu compliqué. Et du coup, et puis ensuite la technologie se banalise. Donc rester innovant dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Et c'est ça le vrai défi, je pense, aujourd'hui, c'est en fait de jamais perdre. On parlait de l'ADN de Buff, mais c'est aussi l'ADN, sans prétention, c'est l'ADN aussi des Français, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a été très innovant, qu'est-ce qui a fait que dans les années 90, on a évoqué cette French Touch énormément,
Et qu'aujourd'hui, on se pose la question, et d'ailleurs on s'interroge aujourd'hui là tous ensemble sur la réalité de ça. Mais je pense que la French Touch a encore beaucoup de beaux jours devant elle, parce que, espérons-le, on continuera à avoir des idées. Voilà. Il y a peut-être une question à tous les trois pour repartir sur ce débat. Où Damien vous posait la question et l'innovation. Qu'est-ce qui pourrait, d'une certaine façon, soutenir vos efforts communs là, justement de ce que vous disiez d'innovation, mais voilà, qui est un peu artisanale, un peu franchouillarde, etc., et que ça devienne quelque chose de plus structuré, plus offensif. De quoi avez-vous besoin tous les trois, j'ai envie de dire, enfin, chacun à vos niveaux? Est-ce que c'est une aide de l'État? Est-ce que ce sont des plans comme il existait dans les années 60, des vrais plans industriels, hein, presque, on va dire? Bon, il y a eu le crédit d'impôt quand même pour les VFX là, qui est passé. Alors, excusez-moi, je vous Oui, interromps. allez-y. Alors, effectivement, plusieurs choses. Donc, le crédit d'impôt, c'est formidable, et en même temps, ça m'inquiète beaucoup. Moi, à titre personnel, parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des incitations fiscales au Canada, dans un marché qui financièrement est sinistré. Enfin, vous avez des incitations fiscales au Canada, qui fait que comme du coup les producteurs ont tendance à aller au Canada, ou du moins les producteurs américains pour aller au Canada pour faire des effets. En Belgique, vous avez, ce qui est formidable aussi, vous avez le système de tax shelter qui permet en fait d'investir dans le cinéma français. Donc ça c'est très bien. Donc il y a une incitation en Belgique aussi sous une forme un peu différente. Et en France, ce crédit d'impôt, formidable parce que ça peut nous permettre de lutter clairement avec les Canadiens et avec le reste du monde. Mais par contre, moi, si je regarde à un petit peu long terme, ce qui m'embête un peu, c'est de voir que l'ensemble du marché devient subventionné. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on se retrouve dans une position où on soutient artificiellement un secteur, et déjà que les budgets ont tendance à se raréfier, donc à se réduire. Et donc, j'ai peur que dans 2-3 ans, à un moment donné, on se retrouve avec comme finalement toutes les crédits d'impôt seront à peu près égalisés, je pense, entre la France et le Canada. J'ai peur que finalement, ça ne contribue qu'à refaire chuter, parce que inconsciemment dans la tête des gens, s'habituent à payer 30% moins cher sur déjà des devis qui ont été fortement baissés. Alors c'est un raisonnement peut-être un peu pessimiste. Pardon ? Non, mais est-ce que ça ne contribue pas aussi à concurrencer certains studios de VFX en Thaïlande, dans des pays Bien où sûr, justement les coûts sociaux sont moindres? C'est clairement une bonne idée, et c'est clairement nécessaire. C'était clairement nécessaire, et tant mieux. Moi, j'ai participé aux réunions avec le CNC pour ça, dans ce sens-là. Maintenant, j'ai essayé de voir un peu plus loin, et je m'inquiète toujours de voir que certains marchés, quand un marché, quel qu'il soit, est soutenu de manière un peu artificielle. Parce que j'ai peur que les effets de long terme ne soient pas forcément... Mais pour le monde entier, hein, c'est pas forcément juste en France, c'est global. C'est-à-dire que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, des prix qui ont été divisés par 10, mettons par 8, auxquels s'ajoute 30% de réduction. Au bout d'un moment, ça fait plus grand-chose. Et c'est juste psychologiquement dans la tête des gens qui nous financent, qui nous aident, qui nous donnent du travail. Déjà, voilà, c'est de se dire que les effets spéciaux ont un coût, les graphistes ne sont pas moins chers. Alors évidemment, ça aide par rapport aux studios thaïlandais ou autres. Voilà. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas à un moment donné, dans les 5 ans à venir ou les 6 ans à venir, un déport de tout le savoir-faire français dans les pays émergents, justement comme la Chine. Comme disait tout à l'heure Olivier Mégaton à juste titre, ils travaillent comme nous, ils ont envie d'apprendre, ils apprennent très vite. Vous voyez, donc il y a une espèce de... Moi, c'est comme ça que je le sens. Mais ça reste mon instinct, ça n'engage que moi. Je ne parle pas au nom de Buff, là, c'est vraiment moi seul. Donc j'espère simplement, je fais le vœu que ça ne rende pas les choses encore plus... ça ne déprécie pas les choses encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et pour terminer sur votre deuxième question, je pense que le meilleur moyen de continuer à être innovant, c'est d'apprendre à travailler vraiment ensemble. Parce que j'ai le sentiment qu'en fait, depuis les 15 dernières années, il y a eu beaucoup de guerres de chapelle, beaucoup de un peu bêtes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je me rends compte que tous les gens qui se sont tirés dessus pendant 15 ans, des concurrents légitimes, des concurrents économiques, se rassemblent en syndicats. Il y a une vraie volonté de faire quelque chose. Et peut-être que de cette initiative sortira quelque chose de positif. Espérons-le. Et surtout dans des domaines complémentaires. Oui, Jean, vous qui êtes depuis longtemps maintenant dans je pense qu'un des problèmes de cette industrie, c'est que c'est une industrie qui donne de l'appétit. C'est-à-dire que le cinéma, ça fait envie. Les médias, de manière générale, ça fait envie. Il y a très longtemps, quelqu'un qui disait « les médias, ça rend fou ».
De fait, il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans nos secteurs. Hein. Donc, du coup, la concurrence, elle est plus rude. Et donc, donc les marges baissent. Ça, c'est donc non, la vraie question, c'est... Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut être de plus en plus international. Il faut être capable notamment... il peut y avoir des marchés qui deviennent difficiles à certains moments et il faut être capable de compenser sur d'autres marchés. Il faut avoir une taille critique pour amortir des coûts de développement. Enfin, je crois que tout l'effort que vous faites sur la R&D, c'est de la R&D permanente. S'il n'y a pas la taille, ça marche pas. Quoi. Il faut avoir une taille minimum. Hein. Exactement. C'est vrai. Non, je suis bien d'accord. Pierre, votre sentiment sur cette question de l'union fait la force? Nous, en fait, je trouve ça assez formidable parce que dans la réalité virtuelle, j'ai l'impression qu'il y a une grande solidarité. Sur Internet et ailleurs, il y a pas mal de forums où les gens se réunissent, les gens échangent énormément d'informations et tout, donc il n'y a pas vraiment de secret. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas... dans l'ensemble, on est quand même assez bien fédérés. Et en France, nous, on a créé une association qui s'appelle UniXR, qui réunit tous les acteurs de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et on se réunit une fois tous les 2 mois pour parler de tout ça. Et on échange pas mal d'infos et tout. Donc, et effectivement, moi, je pense que c'est très important. Et je pense même que au-delà de la France, je pense que c'est la francophonie. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait. Enfin, en l'occurrence, là, je parle de ce que je connais. Dans tout ce qui est immersif, je pense qu'il faudrait qu'on ait un axe Québec, France, Belgique, voire Luxembourg, et qu'il y ait peut-être des aides qui soient communes. Voilà. Et en fait, là, on était à Montréal il n'y a pas longtemps et on a commencé à évoquer ça. Et au Québec, ils n'étaient pas contre l'idée. Donc, ça peut peut-être arriver, même s'il y a déjà des aides qu'on peut cumuler entre CNC, FMC et autres. Mais je pense que ça peut être encore plus ramassé pour faire front devant les Américains. Voilà. Donc, non, c'est sûr, l'union fait la force. Bon, alors, on va dire c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Je pense qu'on pourrait quand même donner... un peu la salle pourrait poser des questions. On a un petit peu de temps. Encore 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions à nos intervenants? Moi, il y avait une question. On a parlé de Ready Player One. Ouais. J'ai vu la bande-annonce hier. Non, mais... Oui, bien sûr. Non, ça porte. La voix porte. C'est dans le fond qu'on entend pas. Désolé. Allez. Non, mais on a parlé de Ready Player One là, qui va bientôt sortir. Et c'est vrai, j'ai vu la bande-annonce hier. La première, je l'avais trouvée très lourde. Après, il y en a une deuxième qui est vraiment très légère, un peu plus... Comment on peut dire? Un peu plus optimiste. Mais c'est vrai que le film a l'air très, très pessimiste. Enfin, d'après ce que dit Spielberg, le monde va devenir un peu chaotique et puis on se réfugiera dans la réalité. Mais moi, j'aime bien votre discours où vous dites que finalement, la réalité virtuelle va apporter des choses. J'ai l'impression que vous le voyez positivement. Voilà. Positivement, je sais pas. Enfin, disons que moi, je vois ça comme un. Disons que moi, je pense que, mais comme tous les arts, je pense qu'on a une responsabilité quand on produit quelque chose. Et par exemple, des films d'horreur en réalité virtuelle, je pense qu'il faut faire hyper gaffe. Même moi qui connais ça. En fait, il y a un truc très dingue dans la réalité virtuelle, c'est que ça fait appel à une couche du cerveau qui, alors je ne peux pas vous raconter, je ne suis pas neurologue, mais qui n'existe nulle part ailleurs. Et par exemple, il y a une expérience en réalité virtuelle qui s'appelle The Walk, je crois, où en fait, c'est très con, hein, on marche sur une poutre au-dessus de New York. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on met le casque, alors déjà on met le casque, donc on sait que c'est virtuel. L'expérience commence, on rentre dans un ascenseur, et l'ascenseur nous montre au 50e étage d'un immeuble. Et pendant cette montée, il y a une voix qui nous dit tout ce que vous allez vivre est faux. Il faut que vous en ayez bien conscience et tout, une sorte de truc comme ça un peu. Et puis quand on arrive, la porte s'ouvre et là il y a une poutre et il dit maintenant marchez dessus. Et 90% des gens, ils enlèvent le casque. Ils disent mais c'est impossible, j'y arrive pas. Alors qu'ils savent que c'est faux, qu'ils ont mis un casque, on leur a dit que c'était faux. Donc il y a quand même une illusion dans la réalité virtuelle qui est 100 fois plus fort que tout.
Pourtant, la qualité visuelle n'est pas encore. Et pourtant, pas encore, et pourtant, le casque est pas terrible et le 3D est pas terrible. Donc, je me dis quand ça va devenir hyper réel. Donc, je pense que je sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais c'est sûr qu'il faut faire hyper gaffe avec ce qu'on produit et ce qu'on donne à voir aux gens. Mais comme le cinéma, hein, je pense qu'il va y avoir, à un moment donné, on va peut-être devoir trouver des règles autour de ça. Et une dernière chose, c'est que nous, on fait de l'entertainment là où dans Ready Player One, c'est carrément la vie. C'est-à-dire que les gens, enfin, moi j'ai lu le bouquin, c'est carrément les gens ils vont à l'université dans la VR. Là où nous, on fait des films, on regarde 20 minutes et puis on s'en va. Ouais, ça devient un outil de formation, la VR. Ouais, ça devient un outil de formation, mais là, dans le film, c'est carrément, c'est Second World en fait. Il rentre dans un deuxième monde et en fait, la vie est tellement pourrie sur Terre qu'il s'évade comme ça. J'espère qu'on aura. Enfin, non, je pense pas non plus. Je pense que il y a des trucs très très beaux dans la réalité. Et à court, à moyen terme, enfin à court et à moyen terme, qu'est-ce que vous voyez comme innovation majeure qui risque d'arriver dans vos secteurs respectifs? C'est-à-dire que, par exemple, là, on a parlé de la réalité virtuelle, mais j'ai déjà pu voir aussi qu'il y a des exosquelettes qui vont nous permettre aussi de pouvoir être sensibles justement au toucher, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver très très vite, sans lesquelles on n'est peut-être pas formé, on n'est peut-être pas adapté justement à ces innovations. La réalité virtuelle, si elle rentre dans le domaine du quotidien, je ne suis pas sûr que l'ensemble du public, et pour l'instant, les aptitudes, je dis ça va arriver pas dans 1 an, 2 ans, mais peut-être là, dans une perspective de 5 à 10 ans, on aura peut-être des applications qui nous permettent justement de toucher à ça, ouais, de façon concrète. Moi, ce que je trouve, c'est très bizarre parce que c'est très paradoxal ce que je veux dire, mais ce que je trouve embêtant, c'est que presque la technologie va trop vite par rapport à la narration. C'est-à-dire que typiquement, là, il y a le CES à Las Vegas, tous les 6 mois, il y a un truc, et tous les 6 mois, il y a 20 trucs qui sortent, et on nous dit maintenant, on peut toucher en réalité virtuelle, on peut sentir, on peut machin. On n'a même pas encore réussi à faire une œuvre en réalité virtuelle qui est un peu statutaire dans le domaine, et déjà, on est en train de nous parler de ressentir des choses et tout, donc moi, j'ai envie de dire... Comme dans les débuts du cinéma, hein, faut pas... On en est au tout début. Hein. Ouais, on en est au tout début, mais et en même temps, on a accès à, j'ai l'impression, beaucoup plus de choses. Et ouais, tout va plus vite. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait vrai, mais presque n'importe qui pourrait faire une expérience en réalité virtuelle. Là où, quand le cinéma est arrivé, il y avait que les frères Lumière. Donc, il y a un truc, il y a un truc où ça va presque un peu trop vite. De toute façon, c'est le problème de tous nos métiers, hein, ça va trop vite. Ouais. Non, en fait, c'est surtout par rapport à l'écriture, je trouve. Alors, je trouve qu'il y a. Si on fait ce qu'il faut, on s'en tire bien, mais, ouais. Oui, il faut être très très réactif. Hein. Et dans les effets spéciaux, justement. Alors je dirais que dans les effets spéciaux, c'est une tendance qui existe déjà, mais qui va, à mon avis, se populariser, se démocratiser et surtout s'affiner visuellement. C'est le fait de ressusciter les acteurs décédés. C'est un peu glauque, ça pose des problèmes éthiques, mais malgré tout, aujourd'hui, ils n'hésitent plus. Donc on a eu plusieurs exemples récemment. Donc il y a des réussis, il y a des ratés. Le fait de rajeunir des acteurs, bon, ça, ce qui est un truc qui existe depuis assez longtemps. Et puis surtout le fait de ressusciter complètement un acteur comme Peter Cushing dans Rogue One, en particulier. Où là, il y a eu. Alors, c'est pas parfait. Hein, vous remarquerez qu'il est dans l'ombre, voilà, parce alors au niveau de la peau, on n'a plus de soucis. Par contre, ce qui trahit toujours, c'est au niveau du regard. C'est-à-dire qu'en fait, la brillance d'un regard, la luminosité, la profondeur d'un regard est quelque chose que l'ordinateur comprend mal aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose d'impalpable, hein, donc, tout simplement. Et c'est vrai que vous prenez le Rogue One, c'est un bon exemple. Peter Cushing est toujours un peu dans l'ombre. À partir du moment où vous savez qu'il est mort, vous dites bon. C'est pas lui, voilà, c'est pas une doublure, c'est lui, mais c'est pas lui, donc il y a quelque chose qui vous sort du film. Et le plus mauvais exemple, et pourtant Dieu sait si ça a été bien fait, ça a été techniquement, ils ont mis les moyens, c'était pour la princesse Leia à la fin du film où elle se retourne, elle a 20 ans, comme dans le Star Wars qu'on a, de 77, où là, effectivement, on a l'impression d'un robot. Alors par contre, plus récemment, moi j'ai un exemple. Blade Runner, ça c'est un exemple un peu particulier, parce que là on était avec Elvis sur des hologrammes et tout ça, donc... Le fait d'avoir des glitches, ça aide un peu. Hein. La femme d'Harrison Ford. Alors, là, ça par contre, c'est pas buff. C'est une société anglaise qui a fait ça. Et là, je dois reconnaître que pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment scotché. Où là, je me suis pas posé la question. Et je peux vous dire que pour la petite histoire, apparemment, de ce que j'entendais dire, ils ont beaucoup galéré pour arriver à ce résultat. Mais honnêtement, je m'attendais pas à un tel degré de perfection.
de la part d'une société anglaise qui fait des trucs super bien, mais qui a dépassé les gens d'ILM qui sont considérés comme les meilleurs. Mais aujourd'hui, la notion de meilleur, c'est très difficile parce que les artistes passant d'une société à l'autre, en fait, il faut avoir les bons gars, il faut trouver les bonnes personnes. Alors, je reviens à Buff très brièvement, c'est que Buff, justement, formant ses propres artistes, donc sur les logiciels maison, on est sûr à Buff d'avoir toujours plus ou moins les mêmes parce que c'est des gens qui restent, qui sont là depuis très longtemps et qui maîtrisent nos logiciels, et voilà. Donc il y a du turnover évidemment, mais malgré tout, il y a une équipe de base qui est là depuis très longtemps. Il y a eu quand même beaucoup de turnover. Bref. Donc tout ça pour dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez les bons artistes, bah, peu importe la société. Ensuite, il y a des pipelines de fabrication, il faut avoir des bons superviseurs, des bons artistes, mais des gens qui aient vraiment un œil et qui ne soient pas virtuels en l'occurrence. Donc voilà. Mais je pense que vraiment, pour conclure, de mon côté, je dirais que la tendance vraiment est celle-là. C'est-à-dire que maintenant, ils vont s'en donner à cœur joie. Je crois que sur un Fast and Furious, quand Paul Walker est décédé, ils ont fait tourner son frère et puis ils ont remis le visage de Paul Walker sans vergogne. Voilà, donc bon. Donc on peut comprendre, mais je pense qu'à partir du moment où il va y avoir, où Hollywood va sentir qu'il y a une manne financière derrière ça, où il va se dire tiens on va refaire des Dracula avec Christopher Lee, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, où on va refaire un chanton sous la pluie, voilà, avec un Gene Kelly relifté. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une espèce d'effervescence, il va y avoir une série de films qui vont arriver comme ça. Mais je pense que ça ne durera pas. Sauf qu'à un moment donné, le public n'aura pas forcément envie de ça, n'aura pas de désir pour ça. Donc, à voir, à suivre. Je ne sais pas. Bon, bah, eh bien, mot de la fin, conclusion. À moins qu'il y ait encore une question. Non, c'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous d'être intervenus aussi brillamment. À vous, public, d'être restés aussi longtemps. Alors,